Bonjour à tous, bonne année 2019. Enfin, je pense qu'on se fait tous à peu près fêter des centaines de fois, enfin au moins des dizaines. Alors on va en finir une dernière fois avec ces vœux de bonne année qui, je l'espère, sera bonne, mais 3 points de suspension. Hein. Alors je vais pas faire le mec anxiogène le 2 ou le 3 janvier, je ne sais même pas quel jour on est le 2. Je suis un peu déphasé parce que j'ai eu une fin d'année très dure. Hein. Peu importe, vous pouvez peut-être le voir à ma tête, j'ai pas la tête des grands jours. Un peu fatigué. Hein, bon, alors on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Donc, d'abord, j'avais fait une vidéo juste avant le 31, juste avant le réveillon, j'ai oublié de la mettre en ligne dans le stress, et donc du coup, je vais tout refaire, hein, c'est pas grave. On va reparler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, plus ou moins. Hein. Évidemment, je ne vais pas me la jouer Emmanuel Macron à faire mes vœux aux Français qui m'écoutent. Hein. Ce serait quand même. Je ne vais pas tomber aussi bas que lui. Il a quand même osé faire ses vœux aux Français. Quand même. C'est quand même. Moi, je dis que c'est quand même. On est quand même dans le summum de la pitrerie et puis du culot, quoi. C'est comme si les gens en avaient vraiment quelque chose à faire de ces vœux, quoi. Les gens veulent qu'ils partent. C'est ça les vœux des gens surtout. Il comprend, il fait semblant de ne pas comprendre et de ne pas entendre. Hein, il nous dit que les gilets jaunes sont les porte-parole d'une foule haineuse. Oui, ça c'est ce que j'ai entendu dans son discours. Évidemment, il s'est fait clasher par toute la classe politique sans aucune exception pratiquement. Bon, tout le monde le traite de clown, de gamin, de mec qui a été placé là et qui n'est pas à la hauteur. Je pense que pour une fois, la classe politique est d'accord avec le peuple de France. On attend sa démission, hein, je pense que... Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, j'essaie de retourner le problème dans ma tête. Alors certes, il va y avoir beaucoup de réformes et beaucoup de changements en 2019 au niveau fiscalité, taxes, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être favorables au peuple, hein, j'ai vu un petit peu tout ce qui allait se faire, hein, des choses... Mais il y a toujours des anguilles sous roche avec ces gens-là, vous savez très bien qu'ils ne vous font pas de cadeaux comme ça gratuitement. Hein. Tout ce qu'on vous donne d'un côté, vous allez le payer d'un autre. Hein. Mais je ne vois pas comment ce gouvernement et ce président pourraient rester en place. Ça me paraît impossible. Pourquoi ? Parce que c'est une prise de conscience qu'il y a eu en France. Il y a une prise de conscience politique. Hein, c'est que les gens ont compris qu'ils s'étaient fait voler primo les élections, qu'au 2 jours on leur avait placé quelqu'un de force. Hein, avec ou sans leur consentement, et tertio, que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout à la hauteur de la tâche, et quelqu'un dont le seul but était de détruire la France, et de détruire tout ce qui appartient aux Français en réalité. Que le peuple de France, l'histoire de France, la patrie, il s'en fout complètement, Macron, rien à foutre. C'est un banquier rothschildien, il travaille pour le système financier, c'est tout. C'est tout. Et pour l'idéal, Koudenov-Kalergi, dont le but est de remplacer le peuple de France par des populations migrantes. Je pense que tout le monde a compris ça. Bon, voilà. Donc à partir du moment où il y a une prise de conscience, et pas seulement celle que je viens de dire, il y a aussi une prise de conscience que, justement, en tant qu'agent des Rothschild, il s'inscrit dans la continuité d'agents rothschildiens qui, depuis 1973 et Pompidou, Giscard, contribuent à ruiner la France avec la dette. Donc les gens ont compris ça. Donc à partir du moment où les gens ont compris ça, qu'est-ce que vous voulez faire derrière ? Il n'y a plus rien à faire derrière. Bah non, il faut qu'ils s'en aillent. Ou alors il faut... Alors à ce moment-là, qu'il annule la loi 73. S'il annule la loi 73, qu'il annule une partie de la dette, et qu'on arrête de rembourser les intérêts qui sont complètement délirants, et qui font qu'aujourd'hui on a déjà remboursé la dette elle-même, rien qu'en intérêt, sans avoir commencé à rembourser le début de la dette elle-même. On ne fait que payer les intérêts. Et depuis 40 ans, 45 ans, je sais plus combien ça fait maintenant, 45 ans, on a payé 2300 € d'intérêt. C'est-à-dire la totalité de la dette, rien qu'en intérêt. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on sorte de ce système. Eux, ils se gavent comme ça. Hein, et non, les gens ont compris ça, donc c'est mort, ça y est. Vous pouvez mettre Tartampion à la place de Macron, ça ne changera rien, c'est pareil. On est ruiné. C'est tout. Les gens ont compris, voilà. Donc, quand il y a une prise de conscience, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut adapter, le reste doit s'adapter, c'est un changement. Une prise de conscience nationale, comme ça, est un changement intérieur.
Les gens ont désormais une autre vision de la réalité des choses. Hein. Ils ont fini de penser ah oui, mais le président est tout puissant, donc il va nous sauver. C'est fini cette pensée-là. Ils ont compris que le président actuel, depuis peut-être plusieurs présidents en arrière, Sarko, Hollande, ce sont des agents des banques. Ah, à partir du moment où ils ont compris ça, c'est plus la même chose, c'est plus la même histoire. Ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel président à la place, tant qu'on n'aura pas changé ce système d'endettement. Ils savent très bien que rien ne changera maintenant, les gens. Ils ont compris ça. Donc, Macron, soit tu annules la loi 73, tu fais un référendum sur le Frexit, et à ce moment-là, peut-être que tu resteras en place et que tu resteras comme un grand président, peut-être, je dis bien. Tout le monde peut apprendre. Soit tu continues comme ça, et apparemment tu vas continuer comme ça, tu vas droit dans le mur, et c'est la révolution de la guerre civile, tout ce que tu veux derrière, c'est sûr, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Voilà, parce que la seule réponse que tu as donnée aux Français jusqu'à présent, c'est de lui taper sur la gueule. Je ne vais pas vous mettre des photos, mais j'ai vraiment ma première pensée, la première seconde de la nouvelle année a été envers tous les estropiés des gilets jaunes, des gens qui ont perdu des yeux, des mains, etc. Voilà. Et ceux qui ont perdu la vie, évidemment, et aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Pas un mot, pas une seconde de minute de silence, pas une seconde de silence pour ces gens-là de la part de ce président. C'est honteux, c'est scandaleux. Pendant que Castaner nous dit que le mouvement des Gilets jaunes n'a plus lieu d'être. Mais tu te prends pour qui, toi? C'est toi qui as plus lieu d'être. Voilà, toute cette clique-là qui n'écoute pas le peuple, et pour qui le peuple, vous êtes de la populace pour eux, la populace, vous êtes rien. Les gens qui ne sont rien, c'est ça que vous êtes. Pour eux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Il n'y a rien à faire avec des gens comme ça, c'est tout. Voilà. Donc, alors, 2019, qu'est-ce que ça va être comme année? On est sur une vibration 3. Logiquement, une vibration 3, elle favorise les échanges commerciaux, échanges en tout genre, communication, c'est une vibration de créativité. Bon, c'est plutôt une vibration positive, 2001, le 3. Maintenant, écoutez, en tout cas, ça commence mal, parce que vu le nombre de bagnoles qui ont cramé le 31 décembre dans toute la France, je crois que c'est un record, hein, donc, malgré une mobilisation importante des forces de l'ordre, c'est une année record. Hein, voilà, c'est une année où je ne sais pas combien de voitures ont été cramées, mais c'est un record rien qu'en Ile-de-France, je crois. Hein, bon, là, évidemment, il ne s'agit pas, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de... Là, c'est pas pareil. Ah non, là, c'est pas la France gilet jaune, là, c'est les racales, donc intouchables. On n'y touche pas, on en a besoin. Hein. Et ouais, pendant ce temps-là, les gilets jaunes ont fait des câlins sur les Champs-Élysées aux gendarmes. Et ben, je dis que vous n'êtes pas rancunier, ce qui est une qualité de ne pas être rancunier. J'espère juste que les gendarmes à leur tour sauront la prochaine fois éviter de vous viser dans les yeux. Surtout les CRS et les milices spécialisées dans ce genre d'actes très câlins, hein, de vous arracher les mains ou de vous taper dans la tête avec un flashball à bout portant quasiment. C'est bien, voilà, bon, il n'y a pas eu une grosse mobilisation au jour de l'an de Gilets jaunes, ce qui est tout à fait normal. Il y a des gens quand même qui ont envie de se retrouver un peu en famille et de passer ce rare moment un petit peu dans la joie et la bonne humeur, même si tout le monde sait que les jours qui viennent ne vont pas être très drôles. Et c'est pas pour autant que le mouvement s'essouffle. Je pense que là, les forces les gouvernants n'ont pas compris vraiment ce que c'était que ces gilets jaunes. C'est la France qui a pris conscience, les gilets jaunes. Voilà. Donc ça ne reviendra pas en arrière, ça ne reviendrait plus à la norme. Sauf abrogation de la loi 73 et sortie de l'Union Européenne. Mais faut pas rêver. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des câlins avec les forces de l'ordre, c'est très bien. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les forces de l'ordre laissent tomber les armes, mettent un gilet éventuellement de n'importe quelle couleur et nous rejoignent. Et là, ça serait un véritable changement. Hein? Voilà, donc on ne combat pas une prise de conscience par les forces de l'ordre qui vous envoient des flashballs. Une prise de conscience collective comme elle est en train de s'opérer en France. Hein. Et j'ai des gens qui sont venus pour la Saint-Sylvestre ici me voir, des Français qui me suivent sur ma chaîne. Et je les salue. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer des gens qui
que je ne connais pas, qui eux me connaissent, mais que moi je ne peux pas connaître, évidemment. Et ça m'a fait très plaisir de voir des gens qui ont passé la Saint-Sylvestre à la maison, et même un petit peu avant, entre les deux fêtes, Noël et les jours de l'an, et qui me disaient non, ça ne s'arrêtera pas parce que les gens ont compris, les gens comprennent. Voilà. Oui, effectivement, donc s'ils veulent changer les choses maintenant, il faut qu'ils s'adaptent aux prises de conscience du peuple. Le peuple s'est réveillé. Voilà. Alors pas tous, malheureusement. Ça va venir. Hein, ça fera boule de neige. Alors, pendant ce temps-là, on a notre hyperclasse. Alors, ce qui m'a fait quand même bien plaisir, c'est le siège de BFM TV qui a été pris d'assaut, si j'ai envie de dire, par les Gilets jaunes. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est bien, bravo. Symboliquement, c'est beau de s'en prendre à BFM TV, qui n'est certes pas le média mainstream numéro 1 en France, parce que c'est pas quand même la grosse chaîne d'information française, mais c'est quand même une chaîne d'information importante, financée et achetée par un milliardaire étranger qui n'a rien à faire avec l'histoire de la France normalement, et qui est israélien, comme par hasard. Et effectivement, c'est très symbolique de la part des Gilets jaunes de prendre le siège de BFM TV, qui font de la désinformation du matin au soir, et surtout sur les Gilets jaunes, et sur tout ce qui est anti-système. Alors ce qui est étonnant, c'est que BFM TV manie un petit peu le chaud et le froid sur ce qui concerne Macron, puisque des fois ils sortent des articles qui ont plutôt tendance à être à charge contre Macron, comme l'affaire Benalla, et puis après ils chargent les Gilets jaunes, ce qui est assez contradictoire. Mais comme je vous l'ai dit, Macron a envie de... Enfin, le président, le directeur, le propriétaire de BFM TV, c'est-à-dire Drahi, a envie de faire tomber et chuter Macron. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une chaîne qui ne devrait pas avoir autant d'influence en France, parce que c'est pas une chaîne française quelque part, détenue par un Israélien. Et puisqu'on parle d'emprise israélienne sur la France, je tiens à dire qu'à la demande de Frédéric Aziza, notre petit merdaillon de service, et je dis rarement des insultes sur les gens, mais lui c'est vraiment un merdaillon. Il a donc dénoncé le personnel d'un grand restaurant parisien, le Train Bleu, parce qu'ils se sont pris en photo tous ensemble en train de faire une quenelle. Voilà, et donc du coup, le dirigeant de ce restaurant va probablement être obligé de virer tout le personnel. Voilà, pourquoi ? Parce que faire ça, apparemment, c'est grave. Alors, je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas Dieudonné, que la quenelle, c'est dans un spectacle qui s'appelle Dépôt de bilan, si ma mémoire est bonne, et qui concerne le règne animal. Et à un moment donné dans le spectacle, il dit, le dauphin, quand il rit, il se fout de notre gueule, parce qu'il sait très bien que la mangeoire, là, il va nous la mettre jusque là. Voilà d'où ça part, la quenelle. Ça part de là. Où est le putain de rapport avec l'antisionisme ou l'antisémitisme, de près ou de loin? Il n'y en a aucun dans l'esprit de Dieudonné. C'est devenu ensuite un symbole de l'antisionisme, je ne sais pas pourquoi, parce qu'après, quenelle, c'est devenu bras d'honneur, en fait, c'est un bras d'honneur. Le fait que des gens qui travaillent et se fassent prendre en train de faire une photo quenelle par leur direction et se fassent mettre à pied ou dehors ou licenciés, devrait être poursuivi, je pense, à la plus haute cour européenne, pour abus de licenciement. C'est pas une raison pour licencier quelqu'un. Quelqu'un a le droit de faire un bras d'honneur au système, et c'est ce qui est devenu la quenelle, c'est le bras d'honneur au système, et non pas le bras d'honneur aux CRIF, ou le bras d'honneur aux juifs, ou n'importe quoi. C'est le bras d'honneur au système. Voilà, le système que BHL, peut-être lui-même, définit comme sioniste. Ça, c'est lui qui le dit. Mais c'est pas le but de la quenelle. Le but de la quenelle, c'est vraiment de mettre un bras d'honneur à tout ce système financier, finalement, qui met en place ses pions politiques, ses présidents. C'est ça le système. Alors qu'il y ait une grosse partie de gens qui soient israéliens dans le tas, c'est pas de la faute des gens qui font des quenelles, ça. Eh ouais, il faut être moins visible, les gars, si vous voulez pas qu'on vous repère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas que des juifs dans le système. Il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des familles qui ne le sont pas. Mais il n'empêche qu'il y en a aussi. Alors ça les emmerde, ça les dérange.
Donc dès qu'on dénonce le système, ça veut dire qu'on les dérange, on les dénonce aussi. Ah ben ouais, il faut accepter les gars, vous faites partie du système. Expliquez-nous pourquoi un mec qui s'appelle Drahi, qui est israélien, détient un des médias mainstream français. C'est pas de la théorie du complot, ça. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Pourquoi il a financé une partie de la campagne Macron? Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, je lui en fais une. C'est tout. Il n'y a rien à faire là. C'est tout. Et ça, c'est pas du complotisme et de l'antisémitisme, rien du tout. C'est qu'on n'est pas d'accord avec ce système. Tout simplement. Donc moi, je soutiens les gens de ce restaurant. Et puis dans la foulée, il y a la Bajon. Je ne sais pas si vous connaissez cette fabuleuse humoriste. La Bajon. Voilà. J'ai perdu sa photo, je ne sais pas où je vais la mettre. Hein. Donc, qui est une humoriste, comme je disais, et qui a été flashée et flinguée par le Figaro, je crois, hein, ils sont en train à la limite de la traiter aussi d'antisémite, parce qu'elle dénonce, elle s'en prend à tous les partis politiques, et puis elle dénonce le système aussi, voilà. Bon, eh ben, écoutez, quoi qu'il en soit, hein, et quels que soient vos goûts personnels en matière d'humour, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut soutenir la liberté d'expression, il faut soutenir l'humour, il faut soutenir les humoristes, quels qu'ils soient. Parce qu'ils deviennent des emblèmes ensuite, malgré eux, parce que le système a voulu en faire des emblèmes de l'antisémitisme ou du racisme, et c'est faux. Ça, c'est de la fake news. Hein. C'est à cause de Valls qu'on se retrouve avec un Dieudonné emblème du racisme, alors qu'il travaillait lui-même pour SOS Racisme et qu'il a combattu lui-même Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi il a fait volte-face. Il faut écouter les discours, pourquoi les gens changent d'avis. Parce qu'ils se sont intelligents et qu'ils se sentent manipulés et qu'ils expliquent pourquoi ils ont été manipulés. C'est ça le truc. Hein? C'est pas les enfoirés, eux c'est sûr, on risque pas de les manipuler. Ils risquent pas de dénoncer la manipulation. Eux ils acceptent d'être manipulés, c'est pas pareil. Eux ils savent qu'ils sont des petits privilégiés. Hein? Ils font une petite tournée d'enfoirés qui fait semblant d'être gratuite pour eux, du bénévolat, alors que c'est pas vrai, ils se partagent une enveloppe à la fin, mais bon, peu importe. Pendant toute la tournée, ils se boivent champagne et foie gras dans les coulisses, mais c'est pas grave. Eux, c'est des petits privilégiés, ils touchent leurs petits 100 000 euros par-ci, 1 million d'euros par-là, 100 000 euros par-ci, et ils n'ont pas du tout envie de perdre leurs privilèges, et ils savent très bien que même avec leurs 100 000 euros et leurs 1 million d'euros, voire plus parfois, ils ne sont pas à l'abri de se retrouver de là à là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la ferment. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des artistes engagés. Un artiste engagé, c'est quelqu'un qui a des opinions et qui les assume. C'est ça un artiste engagé. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire des artistes. Il y a eu Loluron, il y a eu Desproges, il y a eu Coluche, et puis il y a eu Bedos à un certain moment, mais Bedos s'est rangé. Quand il a vu qu'il ne fallait pas parler de certaines choses, il a arrêté. Hein. Et oui, c'est ça le truc, c'est que les mecs après, c'est que des mecs courageux, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et j'en connais qu'un. Hein. Donc voilà, tous les autres... Gad Elmaleh, il fait rire avec les portables et machin, mais il fait pas rire avec les faits de société et avec le système qui... Non, il fait pas rire avec les banques, lui, il fait des pubs pour les banques. Ben oui, mais c'est ça le truc. Oui, il est marrant, c'est sûr, il a beaucoup de talent, Gad Elmaleh. Moi, j'aime bien ce mec-là, je l'ai déjà croisé 2-3 fois ici, hein, il est marocain. Et il est très humble, il est très simple, très accessible, c'est un mec super, il a plein de talent. C'est un mec c'est un multi-instrumentiste, en plus, il est très doué. J'ai rien à dire sur Gad Elmaleh, sur le plan humoristique, il est très fort, il a le droit de ne pas être engagé. Mais il faut respecter ceux qui, eux, par contre, se sentent investis dans la vie sociale et politique, ils se sentent comme moi. J'ai pas de talent d'humoriste, mais moi, on me dit souvent pourquoi tu lâches pas la France quand on est parti, parce que je me sens investi de ça. La France est en moi et le désir de révéler des choses que je vois, ça fait partie de moi. Vous comprenez? Et il y a des artistes qui, eux, sont comme ça et qui ont besoin d'intégrer ça dans leur talent, dans leur spectacle. Et ils sont très rares. Et ces gens-là, il faut les soutenir parce que c'est extrêmement rare et leur travail est salutaire. Regardez où ça mène. Ça mène à un éveil global, massif. Il faut soutenir coûte que coûte la liberté d'expression et les artistes engagés. Coûte que coûte, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faut les soutenir. Sinon, on va se retrouver dans un système dictatorial de la pensée, si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, alors ne les soutenez pas. Mais après, il ne faudra pas se plaindre. Vous accepterez. Alors, intronisation au Brésil du président brésilien.
brésilien, comment s'appelle-t-il, Bolsonaro, hein, en présence de Viktor Orban et de Benjamin Netanyahou, sous les huées. Hein, Netanyahou a été littéralement hué par le peuple brésilien, hein, et pas seulement, puisqu'il est, vous savez, il est sur la sellette même dans son propre pays, hein, hué, conspué par les gilets jaunes israéliens. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Israël? Israël remporte le premier rang des condamnations internationales aux Nations Unies. Voilà. C'est le pays le plus condamné par les Nations Unies, et ils n'en ont rien à foutre. C'est tout, je tenais à le dire, parce que ces mecs-là, ils sont partout. Alors je parle du gouvernement israélien, je ne parle pas des juifs, hein, encore une fois, moi je ne fais pas les amalgames. Ce mec est partout. Qu'est-ce qu'il faut au Brésil? Qu'est-ce qu'il faut à côté de Viktor Orban? C'est un pote à Salvini, c'est un pote à Orban. Bon, finalement, c'est bon, on a compris. Hein, on a compris que tous ces nationalistes comme Bolsonaro, c'est du nationaliste sioniste, vous l'avez pigé. Hein, et que c'est du faux nationaliste en réalité, parce que c'est du nationalisme qui va prêter allégeance au talmudo-sionisme. Voilà. Donc, un semblant de nationalisme, voilà, qui combattra tôt ou tard très probablement l'islam, hein, qui va être le bouc émissaire de tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter le fait que Netanyahou se balade partout, il se baladerait en France, ça serait exactement la même chose, hein, il a le droit, hein, mais non, là, il préfère envoyer ses pions, ses milliardaires. Il y a Drahi qui achète des télés, qui achète des journaux, il y en a plein d'autres, hein, ils sont omniprésents en politique. Il y a BHL qui, avec sa fortune, fait la pluie et le beau temps aussi sur les chaînes télé dans le showbiz, on ne sait pas pourquoi, hein, avec ses milliards, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais ils sont toujours là, ils sont omniprésents. Hein. Quand un petit Frédéric Aziza, qui lui est un petit merdaillon de service, lève le doigt pour dénoncer des gens qui ont fait une quenelle, ça fait tout un... Voilà, c'est bien, ça fait tout un scandale d'État. Vous voyez, ces gens-là n'ont qu'à lever le petit doigt. Un jour, on me pointera peut-être du doigt à moi en disant tiens, lui, il faut le dézinguer. Il habite pas en France, mais il faut qu'on s'en. Voilà, ils vont peut-être envoyer une missive ici pour que je me fasse dégager du pays. On veut savoir, on sait pas. Ils ont un bras tellement long, et quand je fais ça. Bref, allez, mes amis, encore une fois, la lune de sang. Alors vous savez que la lune de sang, il y a 2 ans, avait donné naissance à l'intervention russe sur le plateau syrien. Donc on savait que ça allait saigner, que ça allait bombarder, que ça allait. On craignait même une entrée dans la guerre mondiale avec les États-Unis, un affrontement entre les forces russes et l'autre côté OTAN, États-Unis, Israël, et puis ça s'est pas fait. Ça s'est soldé par une victoire russe, syrienne et turque, et iranienne, hein, et ça se solde par un retrait des troupes américaines du sol syrien, ce qui est une excellente nouvelle. Hein. Ce qu'a dit Trump en se retirant des troupes, en retirant les troupes américaines du sol syrien, il a dit à Israël, maintenant avec ton idéal talmudique de grand Israël et de diriger le monde, tu nous lâches la grappe. Moi je m'occupe des Américains et des États-Unis, le reste, c'est bon, c'est grave. Voilà. Parce que pendant ce temps-là, Trump il a quand même bien dressé les choses. Hein. Donc j'applaudis Trump pour l'instant, et j'attends de voir la suite, de voir la rébellion d'Israël. J'attends de voir. Alors la rébellion, il se place partout, hein, vous avez vu, dans le faux nationalisme. Alors il faudra faire très attention en France, parce qu'avec les européennes qui se profilent et avec très probablement une future élection du Front National et d'un Le Pen ou d'une Le Pen, il faudra y voir de très près, parce qu'eux, ils ont prêté allégeance au sionisme maintenant. Voilà pourquoi d'ailleurs ils seront éligibles. Et vous allez voir qu'ils vont même être très probablement poussés en avant par les médias, comme BFM TV, puisqu'ils sont devenus sionistes. Eh oui, on en est là les enfants, on en est là. Enfin. Pour terminer, je tenais à vous dire aussi, à vous apporter cette petite information, que les distributeurs de billets en France commencent à disparaître des petits villages, des petites villes, pas de banlieue mais de province. Et c'est un signe que le cash va disparaître petit à petit de votre quotidien. Le billet de 500 € va être retiré cette année, définitivement, et les distributeurs ferment, hein, commencent à fermer dans les villages. Les gens sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour aller retirer de l'argent, juste pour aller acheter du Doliprane à la pharmacie. Voilà. Donc, sachez-le,
Je vous le dis, vous pouvez chercher pour confirmer l'information, mais vous verrez que vous trouverez. Et c'est pas bon signe, bien entendu, non, ça présage le retrait du cash, hein, qui arrive de manière assez imminente, et ça va pas être si long que ça. Voilà. Pendant que les grandes surfaces Auchan sont en train de tester certains magasins sans personnel humain du tout. Alors je vous avais dit que l'intelligence artificielle allait faire disparaître bon nombre d'emplois, des petits emplois comme ça, hein, caissières, et tous ces emplois vont disparaître. Alors il y a déjà au moins 15 ans que je faisais mes courses dans le sud de la France dans un Leclerc qui était équipé de caisses automatiques avec scan, système de scan. Donc tu mettais sur un tapis roulant tout ce que tu avais acheté et tout était scanné. Clac, clac, et à la fin tu payais en carte, c'est terminé. Ça fait déjà au moins 15 ans, plus que ça même, que Leclerc a déjà essayé ce système de caissière virtuelle, et ça c'est déjà de l'intelligence artificielle. Donc là, tous ces petits boulots vont disparaître. Donc si vous comptez faire votre retraite ou votre carrière sur des petits boulots comme ça dans des grandes surfaces, commencez à penser à votre réinsertion dans un autre boulot. Faites une autre formation, faites autre chose, mais anticipez, prenez les devants, parce que ces boulots-là vont disparaître dans les 15-20 ans à venir, maximum. Voilà. Et c'est pas les seuls, il y a plein de boulots qui vont disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui arrivera très vite également. Hein. Tout ça va arriver en même temps, hein. Ça va arriver avec la disparition du cash, avec l'imposition des lunettes virtuelles, des lunettes connectées, des montres connectées qui vont être demain les prochains moyens de paiement. Hein. Sachez-le, le cash disparaîtra, les cartes bancaires, les cartes de crédit disparaîtront aussi. Tout sera fait par les lunettes et les montres connectées. Hein. Ne pourront payer que ceux qui ont la marque de la bête au front et au poignet. Comprennent qui peut. Bonne année à tous. On se retrouve sur Jim Le Veilleur VK, Facebook et sur Discord dimanche prochain, et en live aussi dimanche prochain. Ah, attendez, je vous dis ça, mais je crois que je suis pas là dimanche. Zut, je vais essayer samedi alors. Samedi soir tard. Je vous remercie de m'avoir écouté, et un grand merci à tous les tipeurs. Il y en a beaucoup qui me font la remarque: ouais, pourquoi tu fais des appels aux dons? Je ne fais pas des appels aux dons. Il y a des gens qui me disent: on aimerait bien pouvoir vous donner quelque chose, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors j'ai créé un Tipeee, dont l'adresse est dessous, pour ceux qui ont envie de me donner quelque chose. Ils peuvent le faire par ce biais-là. Et sur un Tipeee, vous pouvez payer soit en faisant un petit virement, soit par PayPal. Voilà. Donc c'est pour les gens qui veulent m'envoyer quelque chose. Je ne fais pas d'appel aux dons. Et si vous voulez donner, sachez que donner est dans l'ordre des choses quand quelqu'un, lui, donne de son temps et prend le temps de faire des vidéos pour alerter les gens de ce qu'ils voient. C'est aussi un don. Moi, ce que je fais, c'est du don de soi, du don de moi, de mon temps, hein, que je pourrais utiliser à faire autre chose. Et je ne le fais pas parce que j'estime que j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Et c'est un don que je fais, un don de ma personne. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait aussi des gens qui ont envie de me rendre la monnaie de ma pièce, j'ai envie de dire. Et c'est pas du tout mal de ma part d'accepter ces dons, ça se fait. On doit accepter les dons quand les gens vous font. Et c'est pas moi qui fais un appel aux dons. Si vous voulez donner, c'est bien. Si vous voulez pas, c'est bien aussi. C'est pas grave. À bientôt.